Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mes chers élèves, rebonjour. Je suis vraiment très content de reprendre contact avec vous à travers cette vidéo qui est destinée surtout aux élèves du tronc commun sciences option française. Cette vidéo portera sur le 4e chapitre, à savoir le cycle de la matière et flux d'énergie dans un écosystème. Comme vous savez très bien, à travers la vidéo précédente, on a entamé deux activités. Au cours de la première activité, on a vu quelques exemples des relations trophiques comme la prédation, la symbiose, le commensalisme, le parasitisme, la compétition et ainsi de suite. Dans la seconde activité, on a vu comment ces relations trophiques peuvent s'organiser dans le même écosystème et ceci en étudiant les chaînes alimentaires ainsi que les réseaux trophiques. À présent, et dans cette nouvelle vidéo, on va essayer d'entamer les deux activités restantes, à savoir l'activité 3 qui porte sur les pyramides écologiques et l'activité 4 qui concerne l'aspect dynamique d'un écosystème. Et on terminera bien sûr par quelques exercices d'application qui vont vous permettre de mettre le point sur le degré de compréhension et d'assimilation de ce cours. Au début, on va commencer par la troisième activité, à savoir les pyramides de biomasse et les pyramides d'énergie. Comme vous savez très bien, dans un écosystème, les chaînes alimentaires permettent le transfert de la matière et donc de l'énergie à travers ces différents niveaux trophiques. Et on parle alors du flux d'énergie ou le cycle de la matière. Quand on parle de la matière, on parle de la biomasse, qui signifie tout simplement la masse totale de la matière vivante à un niveau trophique donné, dans un écosystème. Je vais m'expliquer encore plus. Comme vous voyez dans cette photo-là, il s'agit bien d'une biomasse produite par les végétaux par photosynthèse. Cette biomasse ou matière organique sera mangée par ce herbivore qui va la transformer en une autre forme de biomasse, une autre forme de matière organique, c'est-à-dire de la viande. Donc, à travers cet exemple, ça se voit qu'il y a plusieurs types de biomasse. Ainsi, on peut différencier entre la production primaire, qui est relative à la production de la matière organique par les végétaux par l'intermédiaire de la photosynthèse, comme on le voit dans ces deux photos, alors que la production secondaire, ça concerne les consommateurs et même les décomposeurs qui vont profiter de la matière première, cette production primaire, pour la transformer en une autre forme de biomasse qui est bien sûr soit le lait, soit la viande, comme dans l'exemple suivant. Mais la question qui se pose, quel est le rapport entre la production primaire et la production secondaire? Donc, on va essayer, à travers ce document, de comparer les deux types de production. Donc, ici, il s'agit d'une production primaire assurée par les végétaux par photosynthèse. Donc, ils vont produire leur propre biomasse qu'on appelle la production primaire et qui est de l'ordre de 920 grammes. Par contre, dans cette deuxième image, il s'agit bien d'une production secondaire car les vaches, ils vont en profiter de cette matière organique produite par les végétaux et vont la transformer en une nouvelle forme de biomasse. Et c'est ce qu'on appelle la production secondaire et qui est de l'ordre, dans cet exemple-là, de 105 grammes. Donc, ça se voit d'après ce document que la production primaire est nettement plus importante par rapport à la production secondaire. Ceci peut être expliqué par le fait que les consommateurs du premier degré, ou bien ces herbivores, ils ne vont pas manger les végétaux en entier, mais ils vont se contenter uniquement
des parties tendres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger ni racines ni tiges, alors que ces deux parties, ils enrobent également une quantité d'énergie. Comme on peut dire que en passant d'un niveau trophique à un autre, il va y avoir une perte, que ce soit de la matière ou de l'énergie. Cette perte, soit sous forme de chaleur, donc quand on parle d'énergie, ou bien sous forme de matière non digérée ou matière non assimilée par cet animal. Donc la question qui se pose, comment peut-on alors représenter la biomasse ou bien la production de chaque niveau trophique? Ceci ne peut avoir lieu qu'à travers la réalisation des pyramides. Ainsi, on peut distinguer entre trois types de pyramides. Des pyramides de biomasse, des pyramides d'énergie et même des pyramides du nombre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement une pyramide? Une pyramide de biomasse, par exemple, c'est une représentation graphique de la biomasse des niveaux trophiques d'un écosystème. Cette représentation se fait à l'aide des rectangles superposés et concentriques dont la hauteur reste toujours constante alors que la largeur va varier d'un niveau trophique à un autre. Pour mieux visualiser la chose, je propose l'exemple suivant. Donc, il s'agit d'une chaîne alimentaire formée par trois niveaux trophiques. Donc, on va essayer de représenter la quantité de chaque niveau trophique, la productivité de chaque niveau trophique par l'intermédiaire d'une pyramide. Comme on a dit tout à l'heure, chaque niveau sera représenté par un rectangle. Donc, commençons par les producteurs. Donc, les producteurs sont représentés par ce diagramme dont la productivité est presque de 1530 grammes par mètre carré. Alors que pour les consommateurs du premier degré, donc c'est le deuxième niveau trophique, ils ne représentent que 7 grammes par mètre carré par an. Donc, on va le représenter par un nouveau rectangle dont la hauteur restera toujours constante, mais la largeur, comme on a dit tout à l'heure, varie en fonction de l'importance du niveau trophique. Maintenant, on va représenter le troisième niveau trophique qui est encore plus restreint, plus réduit. Donc, la productivité est plus faible par rapport aux autres niveaux trophiques. Donc, on va le représenter également par un troisième rectangle dont la hauteur restera toujours constante, mais la largeur sera encore plus réduite. Donc, cet exemple-là, on n'a pas pris l'échelle par considération. En ce qui concerne les pyramides d'énergie, donc il s'agit presque de la même chose. Il s'agit de la même manière et les mêmes techniques qu'on a avec lesquelles on a réalisé les pyramides d'énergie. Sauf au lieu de représenter la biomasse, on va représenter de l'énergie. Donc, les pyramides d'énergie, ils ont été définis comme étant une représentation, sont des représentations graphiques des niveaux trophiques d'un écosystème. Et il exprime également la quantité d'énergie utile pour la production de la biomasse de chaque niveau trophique. Donc, on va essayer de faire l'exemple suivant. Donc, on va essayer de représenter la pyramide de cet exemple. Donc, comme vous voyez, au début, on a de l'énergie solaire. Elle est représentée en kilocalories. Donc, il s'agit bien d'une forme d'énergie. Cette énergie sera utilisée par les producteurs afin de produire une quantité d'énergie qui est égale à 7215 kilocalories par hectare par an. Cette production, cette énergie-là, sera également utilisée par le niveau qui le suit, et ainsi de suite. Donc, on va représenter le pyramide ou bien la pyramide d'énergie de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on va représenter les producteurs par un rectangle et ensuite, on va représenter le deuxième niveau trophique par un deuxième rectangle, mais dont la largeur sera encore plus réduite, et le troisième niveau par le troisième rectangle. Donc, comme vous voyez,
on n'a pas respecté l'échelle dans ces représentations. Donc, après avoir représenté ces pyramides, on va se poser la question suivante. Sachant que, en passant d'un niveau à un autre, on a remarqué qu'il y a une diminution de la production. Donc, en passant d'un niveau à un autre, il y a une perte. Donc, la question qui se pose tout simplement, comment peut-on évaluer cette perte en passant d'un niveau trophique à un autre? Ceci ne peut avoir lieu qu'à travers le calcul des rendements, que ce soit énergétique ou bien de biomasse. Donc, je répète que chacun des niveaux trophiques de la chaîne alimentaire est le siège d'une importante perte sous forme de chaleur. Si on parle d'énergie, bien sûr, de l'énergie qu'il reçoit. Donc, pour évaluer ça, on va calculer le rendement et c'est très simple. Le rendement est calculé par le rapport entre la quantité d'énergie stockée dans un niveau trophique par rapport à la quantité de l'énergie disponible ou stockée dans le niveau qui le précède. Donc, on va essayer d'exprimer un peu la chose à travers cet exemple. Donc, je reviens un peu sur la précédente chaîne alimentaire qui est formée par 3 niveaux trophiques. Donc, je vais essayer maintenant de calculer le rendement de ce niveau trophique. Donc, comme on a dit tout à l'heure, égal à quoi? Égal à la quantité produite par ce niveau sur la quantité produite par le niveau qui le précède. Donc, le rendement des consommateurs, ou bien C1, est égal à la quantité d'énergie produite par les consommateurs C1 sur la quantité produite par les producteurs. On va multiplier la chose par 100 parce que le rendement est calculé toujours en termes de pourcentage. Donc, je passe à l'application numérique. Si maintenant, on veut calculer le rendement des carnivores, donc on va procéder de la même manière. Donc, est égal à quoi? Est égal à la quantité produite par les carnivores sur la quantité produite par les herbivores. On va également multiplier la chose par 100. Maintenant, si on veut calculer le rendement d'une chaîne alimentaire dans un écosystème, donc comment procéder? Tout simplement, on va prendre le dernier niveau trophique et on va le diviser sur la quantité produite par le premier niveau trophique. Donc, on va prendre la quantité produite du dernier niveau trophique sur la quantité produite par le premier niveau trophique. Comme ça, on peut calculer le rendement total d'une chaîne alimentaire. Maintenant, je vais vous laisser un exercice d'application qui va vous permettre de mieux assimiler ces concepts déjà décrits. Et si jamais vous avez des problèmes à résoudre, je serai toujours à votre disposition pour répondre à tout type de suggestions. Donc, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça se voit que les écosystèmes sont des systèmes qui ne sont pas stables, c'est-à-dire qu'ils sont mobiles, ils sont dynamiques. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette quatrième activité et qui concerne les aspects dynamiques d'un écosystème. Donc, l'écosystème, comme j'ai dit tout à l'heure, est une structure non statique, c'est-à-dire qu'il peut se transformer au cours du temps. Je vais prendre cet exemple-là. Donc, il s'agit bien d'une chaîne montagneuse. Cette chaîne représente un écosystème formé par un biotope et une biocénose spécifique. Mais avec le temps et sous l'effet des phénomènes d'érosion, cette chaîne montagneuse peut se transformer en une colline. Et également, elle peut se transformer en un plateau. Et si jamais ces phénomènes d'érosion persistent et prend encore plus de temps, le plateau peut également se transformer en une plaine. Donc, ça se voit que les paysages géologiques ou bien les écosystèmes peuvent disparaître avec le temps pour donner naissance à de nouveaux écosystèmes qui vont s'adapter avec les nouvelles conditions. Je vais vous montrer ça à travers le document suivant. Donc, comme vous voyez, il s'agit bien d'un écosystème aquatique avec des végétaux qui se trouvent
à côté et un certain nombre d'animaux qui sont adaptés à cet écosystème. Mais derrière se trouve une chaîne montagneuse en pleine activité. Cette chaîne est caractérisée alors par une activité volcanique très intense qui va permettre l'émission d'un certain nombre d'éruptions qui vont induire l'apparition des incendies et qui vont éradiquer carrément cet écosystème, ce qui va donner un nouveau support comme ça, donc dépourvu de forme de vie. Mais après un certain temps, on va voir qu'il y a apparition de nouveaux êtres vivants, végétales. Ces êtres vivants, ils ne vont pas trouver les conditions favorables, donc certains d'entre elles, ils vont mourir et ils vont céder la place à d'autres espèces parce que leur mort va enrichir le milieu par de la matière organique. Également, on va voir qu'à travers le temps, il va y avoir une évolution progressive jusqu'à ce qu'on atteigne un écosystème en état d'équilibre. Donc, c'est un écosystème qui est tout à fait nouveau et qui est différent par rapport au premier écosystème qui existait auparavant. Donc, ceci peut prendre des millions et des millions d'années afin de pouvoir reconstruire un écosystème tout à fait nouveau. En plus de ça, dans ces écosystèmes, il y a plusieurs types d'interactions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces écosystèmes sont caractérisés par un dynamisme continu. Ce dynamisme peut être représenté sous forme d'une cloche. Cette cloche est constituée par trois phases. Une phase durant laquelle on va voir qu'il y a une évolution positive. La deuxième phase, c'est une phase stationnaire, c'est-à-dire que l'écosystème atteint une forme d'équilibre et par la suite, il peut subir une évolution négative, ce qui va induire sa disparition pour mettre en place un nouveau système adapté avec les nouvelles conditions. Donc, on va essayer d'entamer ces trois phases d'évolution qui représentent l'aspect dynamique d'un écosystème. Et on commence par la première phase qui est l'évolution positive. Donc, comme vous voyez dans cet exemple-là, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Donc, il y avait des espèces pionnières qui vont céder de la place pour d'autres espèces, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteint une forme d'équilibre. Par la suite, cette forêt, par exemple, sera habitée par différents types d'êtres vivants, d'animaux, et qui vont établir entre eux des interactions, ce qui permet d'établir une forme d'équilibre entre la fraction biotique et la fraction abiotique. Donc, c'est une forme d'évolution positive qui nécessite plusieurs et plusieurs millions d'années. La deuxième phase, c'est l'état d'équilibre. Donc, l'état d'équilibre est appelé également le climax. C'est l'évolution maximale d'un écosystème. Donc, ça commence par le stade pionnier, c'est-à-dire l'apparition de la première strate, qui est la strate mucinale. Donc, vu que les conditions ne sont pas favorables, ces espèces ils vont mourir, ils vont enrichir le sol avec de la matière organique, ce qui va permettre l'apparition de nouvelles espèces. Donc, on va passer de la strate mucinale vers l'herbacée, arbustive, arborée, jusqu'à ce qu'on atteint l'évolution maximale qu'on appelle le climax. Et dans ce cas, on parle d'une forêt à l'état d'équilibre. La troisième étape est le résultat de l'évolution négative. Cette évolution négative, elle est due surtout à quelques actions négatives de l'homme, à l'exemple de la pollution, qui peut induire une régression au niveau d'un écosystème. C'est-à-dire, on va passer des plantes supérieures, les arbres, vers des plantes
les plus petites qui sont les herbacées. Alors que dans l'évolution positive, c'était tout à fait l'inverse. Donc, l'évolution négative, comme vous voyez dans cet exemple, peut subir une régression au niveau d'un écosystème qui conduit tout simplement à la simplification de la composition et la structure des biocénotes. C'est-à-dire qu'on va passer des arbres vers les herbacées. On va passer des animaux supérieurs vers les invertébrés, par exemple. C'est une succession négative causée surtout par la dégradation du milieu sous l'action de l'homme ou bien des différentes activités naturelles, comme on a dit tout à l'heure, à l'exemple des éruptions volcaniques. Pour résumer, on peut dire que un écosystème quelconque, un écosystème 1, peut subir une évolution positive pour atteindre l'équilibre qu'on appelle le climax. Par la suite, sous l'effet des actions humaines ou bien des facteurs naturels, pollution ou bien des éruptions volcaniques, cet écosystème peut subir une régression pour donner naissance à un nouveau écosystème. Cet écosystème également, avec le temps, il peut évoluer pour donner naissance à un troisième écosystème et ainsi de suite. Donc, ceci veut dire que les paysages géologiques ou bien les écosystèmes sur le globe terrestre connaissent une évolution avec le temps. C'est-à-dire que certains écosystèmes ils vont disparaître pour donner naissance ou bien pour laisser leur place à d'autres écosystèmes. Et là, à titre d'exemple, on parlait auparavant des dinosaures qui sont disparus suite soit à des modifications au niveau du climat ou bien à la présence des éruptions volcaniques, c'est-à-dire qu'il y avait des changements au niveau du biotope et qu'ils ne supportaient pas ces changements, ce qui induit leur disparition et entre-temps, ils ont laissé apparaître d'autres espèces dans ces milieux de vie. Donc, on s'arrête à ce niveau-là. J'espère que l'exposé sera un peu clair. Et si jamais vous aurez besoin de quoi que ce soit, si jamais il y a des questions à poser, n'hésitez pas, je serai toujours à votre disposition. Et surtout, je vous remercie de votre attention et je rappelle toujours qu'il faut travailler ces exercices afin de pouvoir assimiler ces différents types de concepts qu'on a vus à travers cette vidéo. Donc, je vous souhaite bon courage et on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. À très bientôt.